Cette vidéo présente un logiciel de productivité personnelle. Nous allons aborder les choses sous l'angle des besoins. La plupart des outils à notre disposition nous imposent un ordre hiérarchique qui n'est pas vraiment l'arrangement naturel de la connaissance. Au cours d'une journée, nous sommes amenés à passer d'un sujet à l'autre. Il faudrait, au sein d'un même outil, donner une métaphore à cette situation. On aime bien, en démarrant sa journée, retrouver instantanément la configuration telle qu'on l'avait laissée la veille. Déjà, à ce stade, en répondant à ces trois besoins, on se trouve confronté à une complexité qui appelle des dispositions particulières. Allons plus loin, néanmoins. Une même matière, un même contenu, peut être représenté de différentes manières. L'idée est de multiplier les façons de représenter un contenu tout en veillant à leur cohérence. Nous nous sommes habitués à recourir à plusieurs outils spécialisés et à passer de l'un à l'autre. Combien serait plus confortable de n'utiliser qu'un seul outil qui intègre toutes les fonctionnalités et qui soit capable de les appliquer à un même contenu. En prolongeant cette ambition, nous voudrions apprendre à l'outil à reconnaître les objets et les informations telles que nous les percevons. Enfin, documenter les objets est une chose, les relier intelligemment en est une autre. Voilà les 7 besoins à partir desquels nous allons découvrir la solution de productivité personnelle, l'idéateur, pour reprendre un joli mot canadien. Nous perdons beaucoup de temps à rechercher une information ou un document parce que nous ne savons plus où nous l'avons rangé dans l'arborescence des répertoires ou quel que soit le support dans une représentation, une organisation hiérarchique. Le premier besoin est de faire sauter la contrainte du classement hiérarchique. Nous devons partir du principe que tout élément d'information est susceptible de multiples usages dans des contextes variés. Démonstration. Voici comment se présente au premier abord l'application. Au minimum, elle affiche la liste des raccourcis qui permettent de plonger rapidement dans le corpus. L'utilisateur y place les sujets sur lesquels il travaille en ce moment. Créons par exemple une note, mon idée. Elle est inscrite dans un conteneur initial, choisis un espace de test. Nous pouvons l'associer par exemple à la personne à laquelle nous devons en parler, à un projet dans lequel elle pourrait être exploitée, à une thématique quelconque. Donc je crée plusieurs liens sur la même note. Ainsi, en accédant plus tard sous l'angle de la personne rencontrée, du thème étudié et ainsi de suite, nous retrouverons immédiatement cette note. Elle est donc partagée et perçue sous différents points de vue. Quand l'ensemble des éléments commence à devenir très riche, il devient nécessaire d'isoler des territoires, des univers sur lesquels on travaille, par exemple en séparant des usages professionnels des usages personnels, ou pour gérer les informations de plusieurs projets, initiatives, actions que l'on mène en parallèle, ou encore pour structurer une thématique ou vos travaux dans tel et tel domaine. À cette fin, nous pouvons, à partir de n'importe quel élément que nous considérons comme central, le foyer de notre attention, nous pouvons l'isoler sous la forme d'un arbre pour déplier son contenu.
carrément en faire la racine d'une nouvelle fenêtre, un espace de travail à part entière, dans lequel on va pouvoir ranger nos notes, ajouter plus tard des diagrammes. Et l'application ne limite pas le nombre de fenêtres possibles. Si vous êtes sur 10 projets en parallèle, vous pouvez ouvrir une fenêtre par projet et y disposer la structure centrale, la liste des actions à mener, peut-être la composition de l'équipe. Vous organisez plusieurs plans de travail. Le troisième besoin découle de ce que nous venons de voir. Puisque nous pouvons adapter l'interface graphique, la compliquer à l'envi pour la faire correspondre à notre activité, nous risquons d'y passer un peu de temps. Nous aimerions donc retrouver cette interface personnalisée, même après avoir éteint puis relancé notre ordinateur. Évidemment, cette liberté entraîne quelques complications. Nous en sommes au troisième besoin. Il y a déjà suffisamment d'éléments pour augmenter la complexité de l'application, notamment puisqu'un élément peut être représenté à plusieurs endroits, à chaque fois que son contenu change, particulièrement sa désignation ou le corps du texte, la note elle-même, il est important de répercuter ces changements sur toutes les instances, toutes les manifestations, les représentations de cet élément. Puisque nous pouvons avoir plusieurs localisations d'un élément, il peut appartenir à plusieurs conteneurs, il va falloir distinguer le retrait d'un élément d'un conteneur particulier et la suppression de l'élément lui-même, suppression volontaire qu'il faudra confirmer, et auquel cas tous les endroits où cet élément a été rangé doivent être actualisés et la représentation retirée. Autre conséquence, va se poser la question, quand on manipule les éléments, de retrouver les endroits où ils ont été rangés. Voici comment ça se passe. Quand il s'agit de représenter, d'ordonner des idées, les composantes d'un document, d'un rapport, toutes sortes de choses. Bien sûr, on peut très bien s'en sortir avec un document, donc une représentation textuelle, mais on aime bien également disposer de représentations graphiques. On a vu déjà la forme de l'arbre, qui permet donc très intuitivement de montrer l'organisation, en tout cas hiérarchique. Ce serait bien aussi de disposer de représentations graphiques telles que les cartes mentales, qu'on appelle aussi les cartes conceptuelles, le mind mapping, toutes sortes de représentations, d'outils que l'on est habitué à utiliser, comme les diagrammes d'Ishikawa, ou graphes de cause et effet, des canevas d'analyse, business canvas, le repère Praxem, ou d'autres patrons ou structures types, formulaires éventuellement.
qui est composé de plusieurs rubriques avec éventuellement une disposition visuelle. Pour les représentations graphiques, les possibilités sont infinies. On peut mentionner également les tableaux. Qu'est-ce qu'un tableau finalement? On peut imaginer un tableau dès lors qu'un certain nombre d'éléments d'un ensemble appartiennent au moins à deux séries, c'est-à-dire que les éléments se rangent dans des conteneurs qui jouent le rôle de colonnes du tableau, et également dans d'autres conteneurs qui vont être représentés en ligne. Le cinquième besoin va nous rapprocher du concept de méta-application. On peut se mettre en situation, par exemple, vous recevez un courriel, première fonctionnalité, l'application de messagerie. Le courriel est porteur de contenu. Ce contenu, nous pouvons l'extraire, le traiter dans des outils qui sont faits pour ça. Ce document ou cette note contient éventuellement une liste à puces qui correspondent à des actions. Qui dit action dit autre fonctionnalité. Par exemple, je voudrais les enregistrer dans mon agenda électronique. Et puis, à partir de là, peut-être que certaines actions impliquent d'autres personnes, donc il faut que j'aille chercher des informations dans une autre fonctionnalité. Voilà, ça c'est notre vie quotidienne. On pourrait compliquer encore ou multiplier les usages. Finalement, nous passons notre temps à faire des copier-coller. On vous l'a déjà dit, à chaque fois que vous faites un copier-coller, c'est qu'il y a une erreur de conception. Et puis, tout de même, copier-coller, à la fin, ça use. Donc, ce cinquième besoin est un besoin d'intégration. On rêve d'un outil qui se concentre sur le contenu, qui reconnaît le contenu en tant que tel et qui lui applique toutes les fonctions dont nous avons besoin. Je vais vous faire la démonstration avec une des fonctionnalités de base, c'est l'exploration des répertoires. Et nous commençons par sélectionner le nœud à partir duquel nous voulons attacher des ressources. Ensuite, nous passons à la fonctionnalité d'exploration du disque externe ou du disque de l'ordinateur. Ici, je suis sur l'ordinateur. Je recherche le fichier. Alors, je vais prendre un fichier qui est constitué de notes Kindle, de telle façon que nous allons montrer à la fois la possibilité d'associer une note à une ressource et de l'intégrer au corpus, et également d'incorporer le contenu de certains types de fichiers quand son extension est reconnue. Donc j'indique que je veux charger et la note et le contenu du fichier incorporé à partir d'une Aimé Césaire, qui est l'auteur de l'œuvre commentée. Voilà, tout est en ordre. Maintenant, nous allons aller voir les conséquences de la manœuvre. Voici, tout à l'heure, il n'y avait pas de contenu sous le nœud Aimé Césaire. Maintenant, je trouve une note correspondant au fichier et des notes de type citation qui ont été assimilées dans cette manœuvre. Dans le prolongement du besoin d'intégration que nous venons d'effleurer, nous rencontrons la nécessité de manipuler des objets typés, des objets de types différents.
On a nommé précédemment l'action. Bon, évidemment, on a commencé avec l'idée même, la note géniale que je voudrais enregistrer, des documents, de toutes sortes d'informations sur les individus. À partir de là, bon, on va penser tout de suite aux groupes, aux entités, aux entreprises. Et euh, l'action peut prendre différentes formes, différentes mailles. Ça peut être une action collective, ça peut être un projet, une initiative. Elle entraîne instantanément la question de la temporalité. Donc il nous faudra des objets porteurs de calcul d'ailleurs, que sont les périodes, les moments. Et là, je ne vous ai cité que des notions universelles que l'on est censé rencontrer dans toute solution informatique, en tout cas dans tous les systèmes d'information. Et ce serait pas mal d'ailleurs qu'on les rencontre strictement sous la même forme, ce qui faciliterait les échanges. Mais par ailleurs, nous pouvons également penser à des applications plus spécialisées. Et dans ce cas, il faut laisser la possibilité à l'utilisateur d'ajouter ses propres types d'objets. On peut penser aussi à des œuvres littéraires, cinématographiques, musicales, dont on voudrait conserver les commentaires et les données de production, de réalisation. Euh, on peut penser bien sûr à la dimension géographique, des lieux, des trajets, des informations sur le trafic. Euh, penser à des matériels que l'on achète, que l'on maintient, à toutes sortes d'objets que nous rencontrons dans l'existence. Le champ est virtuellement infini. Voici comment s'y prendre. Nous nous rendons dans le menu Conception. Première option, la définition des types d'objets. Euh, voici les types qui existent actuellement. Euh, associé au type d'objet, nous trouvons sa désignation, bien sûr, qui sera reprise sur chacun des objets. Un commentaire. En dessous, vous voyez aussi la possibilité d'associer des propriétés à ce type. Un exemple évident, voilà, l'individu qui est lui-même un sous-type de entité va recevoir du type entité la propriété nom et on ajoute une propriété caractéristique de l'individu qui est le prénom. Vous créez autant de propriétés que nécessaire et vous les distribuez sur vos types d'objets. Vous pouvez même associer à un type d'objet une icône. Par défaut, elle sera utilisée dans les représentations des objets appartenant à ce type. Il est possible aussi d'attacher une icône particulière à un objet précis. Donc l'idée de spécialiser des types, créer des sous-types en autant de niveaux que nécessaire, c'est le moyen de récupérer des propriétés déjà définies sur un type plus général. On y va comme ça à l'économie, et puis surtout que ça va permettre d'exploiter les informations de façon plus souple. Il y a une petite différence ici qui apparaît entre le nom de la propriété, qu'on peut considérer comme un nom interne, donc obéissant à quelques contraintes techniques, et le libellé, lequel sera affiché sur les fenêtres de saisie des informations. Le libellé offre plus de liberté, on peut y insérer des espaces notamment. Donc la définition du type, comme la définition, le commentaire sur les propriétés, enrichiront l'interface. On les retrouvera sous forme de bulles pour guider la saisie des données des objets. Ces objets,
rangés par type, se retrouvent en bloc, type par type. C'est ce qu'on appelle les collections, qu'on trouve donc dans un autre menu. Alors, si nous définissons un nouveau type, eh bien, instantanément, le menu collection s'enrichit et présente ce nouveau type. Et vous voyez donc qu'il est possible, dès lors qu'un type a été défini, de l'instancier, comme on peut dire, c'est-à-dire de créer des objets appartenant à ce type et des objets sur lesquels on va pouvoir saisir les propriétés spécifiées pour le type. Je prends là un type utilisé pour les tests, test 3, qui a l'avantage de montrer toute la diversité des natures de propriétés offertes par l'application. Jusque-là, à travers l'arbre et à travers aussi la représentation graphique, nous n'avons montré que la relation la plus évidente, celle de contenu. J'ai souvent utilisé le terme d'élément, de conteneur ou d'ensemble. C'est insuffisant. Nous avons, pour bien exprimer la connaissance, pour l'exploiter efficacement, il nous faut ajouter d'autres types de relations dépendant des types d'objets à relier. Ceci s'obtient à travers le menu conception, une nouvelle fois. Je vais prendre la deuxième option, qui nous permet de définir des types de relations. On retrouve en premier lieu notre relation de contenu. Notez qu'il est possible de spécialiser ou de préciser l'application d'une même relation pour des couples de types d'objets. Par exemple, le contenu peut avoir une définition très générale, conteneur, élément, mais quand je parle d'une équipe ou d'une entité, eh bien, je vais imposer qu'elle contient des individus. Mais je vais interdire qu'un individu contienne des individus. Tout ça se fait par ce biais, la définition des relations. En fait, on est en train de composer un modèle qui va nous permettre ensuite de saisir, de passer à l'exécution et de saisir des informations en vérifiant leur cohérence par rapport à ce modèle. Cette présentation voulait introduire un concept logiciel intégrant la productivité personnelle, la gestion des idées, des connaissances, des ressources, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités autour d'un même corpus d'informations sur les objets. À ce stade, il s'agit d'un prototype. Son nom, Slog, est l'anagramme du mot grec logos. Je me suis décidé à réaliser l'outil dont je rêvais depuis des années, tant pour des besoins professionnels que personnels, des notes de lecture, révision, organisation personnelle. D'aucuns y verront une démonstration de méthodologie ainsi qu'une application des modèles génériques. La modélisation sémantique place la réflexion au bon niveau d'abstraction pour découvrir les bases sur lesquelles repose la solution. La méthode Praxem détaille les techniques de modélisation sémantique, illustrées sommairement ici avec un diagramme de classe portant sur le métamodèle interne. Grâce à celui-ci, l'application offre à l'utilisateur la liberté de définir ses propres types d'objets et de relations. De plus, dans le développement des applications d'aujourd'hui, l'interface homme-machine augmente considérablement la complexité. Elle engloutit une part considérable de la charge de travail. Afin de maîtriser le développement, il est indispensable de modéliser également le logiciel. La méthode Praxem y contribue avec ses procédés de l'aspect logiciel, qu'on appelle aussi logistique.
Elle recommande de maintenir l'aller-retour entre le modèle et le programme, notamment pour documenter la structure et décrire la propagation des événements. Identifier les types d'objets et leurs relations est aussi un travail de modélisation. Faute de respecter les règles de l'art, on se trouve confronté à la prolifération, à la redondance, ce qui risque de réduire l'efficacité de la solution. Pour contourner cet écueil, le meilleur moyen est de plonger à pleine main dans les modèles génériques, qui sont, là je parle des modèles sémantiques, qui font le bilan au moins des notions universelles, lesquelles vont couvrir 90% de vos besoins.